Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés en temps et en heure pour ce 36e webinaire du réseau Rappel, qui est consacré aujourd'hui à une présentation par Manuel Domergue du rapport 2019 sur l'état du mal-logement en France, 25e rapport. Manuel Domergue est directeur des études à la Fondation Abbé Pierre. Et donc, il va nous faire une présentation en plusieurs temps, une présentation un petit peu générale des principaux chiffres clés, du zoom qui a été réalisé cette année, puisque chaque année, le rapport sur l'état du mal-logement fait un zoom sur un sujet en particulier. Et puis, compte tenu de la situation un peu particulière que nous vivons actuellement, il fera aussi un petit focus sur les conséquences potentielles et sans doute très réelles du confinement pour les ménages qui vivent ces situations de mal-logement. Donc, comme d'habitude, on aura 30 minutes de présentation, grosso modo, pendant lesquelles Manuel déroulera ce qu'il a à nous dire, et puis on l'invite à ne pas regarder l'onglet de conversation pour ne pas se laisser perturber. À la suite de quoi, on prendra vos questions, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le petit onglet de conversation qui est en dessous de la présentation PowerPoint, et on relaiera ces questions à l'oral, Claire Bally et moi, Claire que vous voyez à l'écran et qui co-anime le réseau Rappel, pendant une demi-heure aussi environ. Voilà, ça va se passer donc comme d'habitude. C'est tout ce que j'ai à dire moi pour l'instant, donc je vais disparaître, laisser Manuel nous raconter et nous présenter ce rapport sur le mal logement. À tout à l'heure et bonne présentation. Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. Alors une présentation un peu spéciale, je dois dire que c'est la première fois que je le présente en webinar comme ça. Du coup, je j'ai pas tellement vos réactions de savoir exactement qu'est-ce que vous en pensez, mais je peux imaginer. Bon, j'espère que ça va rester accessible et que vous allez bien entendre. Pour commencer, je vais essayer de parler un peu de l'actualité du mal logement et de faire le lien avec notre rapport donc 2020, le 25e, qu'on a présenté le 31 janvier dernier à la Défense, et d'essayer de voir qu'est-ce que ça change cette période de confinement pour les personnes qui sont mal logées. Je vais essayer de m'en tenir à une petite demi-heure pour avoir le temps d'avoir des échanges avec vous, à la fois sur les conditions de logement en période de confinement, et puis aussi pour les personnes qui n'ont pas de logement, comment on fait pour leur trouver des solutions face au risque de contamination. Notamment, il y a quelques jours, avec le collectif des associations unies, on a publié un dossier de presse assez conséquent avec beaucoup de remontées de terrain pour étudier la mobilisation générale des associations, des collectivités, de l'État pour essayer de trouver des solutions aux personnes qui sont en bidonville, à la rue, etc., etc. On verra qu'il y a une vraie mobilisation, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, pour commencer, je voudrais vous montrer, j'essaie de faire défiler en parallèle quelques images. Ça, c'est une affiche de la Fondation Pierre d'il y a plusieurs années, qui est assez d'actualité, hélas, aujourd'hui, qui dit quand on est malade, on reste à la maison, mais si c'est la maison qui rend malade, on est face à ce paradoxe entre quand on est dehors aujourd'hui, on est en danger de contaminer, d'être contaminé, et donc l'injonction à rester confiné est tout à fait légitime et raisonnable, mais quand on est mal logé, c'est non seulement difficile à vivre, très difficile à vivre, mais en plus, ça peut accentuer les risques de contracter des maladies. Donc on va voir que pour les personnes confinées dans des situations de mal logement, c'est encore plus difficile à vivre. Premier élément, en regardant ce qui est un peu anecdotique peut-être, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça quand on passe comme nous tous peut-être en ce moment toute sa journée à l'intérieur. Quand on est chez soi, est-ce qu'on a un peu de soleil? On peut penser que face au soleil, on est un peu tous égaux au moins, puisqu'il brille un peu pareil pour tout le monde. Sauf que quand on regarde les personnes qui ont un logement, où est-ce qu'elles sont exposées? Eh ben, on s'aperçoit que là, c'est de 1 à 10, donc les plus pauvres sont à gauche, les plus riches sont à droite. Eh ben, on voit que sans grande surprise, les plus riches sont davantage exposés plein sud que les plus pauvres. Et donc, ça a un effet qui est tout à fait important à la fois pour la chaleur, mais surtout pour le moral, d'avoir un coin de soleil, un coin de ciel bleu quand il y a du ciel bleu. C'est beaucoup plus facile à vivre que quand on est exposé plein nord ou qu'on ne voit pas la couleur du ciel depuis chez soi parce que on est dans un endroit qui est mal situé. Mais bon, ça, on peut penser que c'est un peu accessoire, mais finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Après, quand on regarde les conditions de confinement et de mal logement, le plus important, je pense, en ce moment, c'est le critère du surpeuplement. Quand je dis que je le pense, c'est parce que
on a fait un rapport entier de la Fondation consacré au sujet du surpeuplement, c'était il y a 3 ans, je crois, et on s'était aperçu que dans les enquêtes sur le logement, quand on demande l'opinion des personnes sur la qualité de leur logement, est-ce qu'ils en sont satisfaits ou pas, on s'aperçoit que les Français très majoritairement sont plutôt satisfaits de leur logement et que la forme de mal logement qui est la plus difficile à vivre, c'est le surpeuplement, beaucoup plus que les conditions de logement inconfortables avec des logements privés de confort ou des défauts dans le logement. Le surpeuplement est le plus dur à vivre parce que c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. On est en surpeuplement tout le temps. Il y a tout le temps des gens dans le logement, et puis surtout on peut pas espérer en sortir, dans le sens où quand vous avez un mur qui est de mauvaise qualité, une passoire énergétique, etc., vous pouvez espérer faire des travaux, même si parfois c'est pas toujours simple, mais on peut espérer améliorer le logement. Donc il y a toujours cette perspective-là. Quand on est en surpeuplement, à moins que les enfants quittent le domicile ou qu'on change de logement, en fait, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et donc c'est très difficile à vivre. Et les personnes qui sont en surpeuplement accentué sont celles pour qui c'est le plus compliqué. Pour vous expliquer un petit peu la différence et c'est quoi la définition officielle d'après l'INSEE d'un ménage en surpeuplement. On verra que c'est une définition qui est très stricte. En gros, l'INSEE, depuis des années, des décennies même, définit une norme d'habitation, qui est vraiment une norme subjective, évidemment, il n'y a pas de norme légale, chacun habite un peu comme il veut, comme il peut, mais d'après les conditions de vie des Français, les habitudes de la société française, qui n'étaient pas les mêmes il y a 100 ans ou 200 ans, ou qui ne sont pas les mêmes dans d'autres pays, on estime qu'il faut une pièce à vivre, un salon, et puis une pièce pour un couple. Et puis pour les enfants, ils peuvent être à 2 dans la même chambre, sauf s'ils sont adolescents de sexe différent. Et donc, quand par rapport à cette norme d'habitation, vous y dérogez parce que vous avez une pièce en moins, on dit que vous êtes en surpeuplement modéré. Et donc là, ça concerne 9 millions de personnes, 3 millions de ménages quasiment en France. Et quand il vous manque 2 pièces, là, vous êtes en surpeuplement accentué. Donc ce sont les formes les plus dures à vivre, parce que 2 pièces, ça veut dire par exemple que les parents dorment dans le salon, sur le canapé du salon, et pendant ce temps-là, nous avons 3 enfants qui dorment dans la même chambre. Donc c'est vraiment des conditions très strictes, très difficiles à vivre. Et ça concerne 934 000 personnes, 217 000 ménages en France. Et si on avait mis l'accent sur cette question du surpeuplement, c'est parce que pendant des décennies et des décennies, c'était un mouvement séculaire, on avait une baisse assez rapide d'ailleurs du surpeuplement en France. Pour vous donner un exemple, quand l'abbé Pierre a lancé son appel de 54, il y avait 10 fois plus de personnes en surpeuplement qu'aujourd'hui en France. Donc on a conquis cet espace. Un historien a appelé ça la conquête de l'espace, en clin d'œil à la conquête de la Lune. Cette conquête de l'espace, c'était une révolution. C'est une révolution parce qu'on a accédé à l'intimité. Et ça change tout dans notre rapport à la famille, dans notre rapport à soi-même, dans la construction de l'adolescence, qui n'est pas une notion très ancienne dans notre pays. Le fait qu'on puisse se retrouver dans une pièce et être un peu seul, un peu tranquille, alors soit en couple, soit tout seul, quand on est célibataire ou enfant. Et donc c'est une conquête qui en fait n'est pas acquise complètement. Et pour la première fois depuis 2006, donc après des décennies d'amélioration, on a vu la situation se dégrader et on a vu une augmentation du surpeuplement, pas pour tout le monde, pour les grandes agglomérations, pour les ménages les plus pauvres et surtout pour les formes, pour les statuts résidentiels les plus dépréciés habituellement, c'est-à-dire essentiellement locataires du parc privé, locataires du parc social et puis toutes les formes infra-locataires, par exemple hébergement chez des tiers, personnes à l'hôtel, en foyer de travailleurs migrants, etc., où là on voit une prédominance très forte du surpeuplement. En revanche, pour les classes moyennes, c'est assez stable l'évolution, et puis même pour les plus aisés, ça continue à diminuer, donc c'est vraiment quasiment, ça n'arrive quasiment plus jamais d'avoir des ménages en surpeuplement accentué ou modéré quand vous avez vraiment des revenus, parce que comme c'est une forme qui est difficile à vivre, la première chose que vous faites quand vous avez un peu de revenus, c'est de vous payer une chambre en plus pour les enfants quand ils arrivent et pour pas dormir sur le canapé du salon. Voilà. Donc on voit qu'il y a une résurgence assez inquiétante. Pour la première fois, c'est un mouvement historique depuis 2006, donc en gros depuis la crise économique. Et puis la montée des prix et la précarisation d'un certain nombre de ménages, là encore en bas de l'échelle sociale, ça ne concerne pas du tout l'ensemble des ménages. Ça, c'était une affiche qu'on avait placardée sur
sur des affiches, justement, dans le métro, etc., il y a quelques années. Ça avait beaucoup marqué les esprits parce que c'était à l'échelle, hein. C'était une affiche en 4 par 3, donc 12 mètres carrés. Et on disait, comme vous le voyez, pour une affiche, c'est normal. Mais pour une famille, là, on s'aperçoit concrètement que quand on vit à 5 dans 12 mètres carrés, ça veut dire qu'il y a très peu de place pour bouger, pour respirer. Et donc, dans ce chapitre sur le surpeuplement, donc on a fait une enquête sociologique sur le surpeuplement. C'était évidemment en temps normal, c'était pas en temps de confinement. Et déjà en temps normal, on voyait des conséquences extrêmement graves à tout point de vue pour les ménages. Donc c'est d'une part un rapport au temps qui est totalement dégradé par rapport au reste de la population quand on est en surpeuplement. Ça peut paraître un détail, mais ça ne l'est pas du tout. C'est que vous avez du mal à vous approprier votre passé, parce que vous avez du mal à stocker des affaires, donc à garder des souvenirs, par exemple. On sait que c'est important pour tout le monde dans la construction de sa personnalité, de tirer un fil entre son enfance et sa situation actuelle, donc de garder des objets, des photographies, des jouets d'enfants, etc., des livres qu'on a aimés. C'est pas du tout accessoire, et donc ça on peut le faire quand on a un minimum d'espace. Quand on n'a pas cet espace-là, ça veut dire qu'on vit au jour le jour et qu'on a uniquement les affaires qui sont absolument indispensables pour le quotidien. C'est un rapport également au futur qui est dégradé parce qu'on ne peut pas stocker, donc prévoir des choses pour l'avenir. On ne peut pas acheter des packs de lait, des surgelés, etc., qui nous permettent de voir venir, ou des vêtements pour les enfants quand ils vont grandir, quand ils auront 1 an, 2 ans, 3 ans de plus. Donc d'avoir cette espèce de sécurité aussi matérielle et affective, de garder trace du passé et de pouvoir prévoir un peu l'avenir. En temps actuel, effectivement, faire des stocks, hein, on a vu que beaucoup de gens faisaient des stocks, ça a une vertu, c'est aussi une vertu économique, hein, de faire des stocks, ça permet d'acheter en gros et donc d'acheter moins cher. Quand on ne peut pas le faire, on vit un peu au jour le jour. Donc en surpeuplement, on a cette espèce de dégradation du temps subi qui est très difficile à vivre. Ça a des effets également sur les liens familiaux. Là aussi, on a beaucoup de témoignages et qui sont même avérés par des études scientifiques sur la dégradation du lien entre les parents et les enfants. Évidemment, le surpeuplement, ça concerne essentiellement des familles avec enfants, des familles nombreuses souvent. Pourquoi? Parce que quand on n'a jamais du temps pour se reposer, pour s'éloigner les uns des autres, finalement, ça crée des liens qui sont en fait trop forts, trop durs à supporter au jour le jour, et même, je dirais, à la minute. Et en période de confinement, c'est encore plus dur parce qu'on n'a pas cet échappatoire qui est possible pour sortir du surpeuplement, pour aller à l'école, pour aller sur le terrain de sport, pour aller au square, pour aller au travail, évidemment, pour ceux qui peuvent travailler, pour aller chez les amis, chez les grands-parents, pour laisser un peu de temps en temps les enfants. Et donc, cette dégradation du lien parent-enfant est très forte parce qu'à la fois, les parents peuvent être amenés à maltraiter leurs enfants. Évidemment, c'est pas une conséquence fatale, hein, mais on a vu des études à l'étranger qui montraient une corrélation très forte, toute chose égale par ailleurs, entre le nombre de claques distribuées à ses enfants et la taille de son logement. Et on comprend bien pourquoi, hein, on comprend bien les parents, quand ils ont les enfants sur eux toute la journée, ont tendance plus facilement à péter les plombs tout simplement et à exercer des violences sur ses enfants. En période de confinement aujourd'hui, on a vu d'ailleurs une recrudescence très forte des appels pour maltraitance d'enfants qui sont sans doute sous-évalués, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de témoins qui interviennent dans cette relation parent-enfant qu'en temps habituel, mais parce que il y a pas cette soupape de respiration qui est à l'extérieur, et donc des risques de maltraitance d'enfants. C'est également beaucoup de culpabilité de la part des parents, chez les parents qu'on a interrogés dans cette enquête-là, il y a quelques années, qui disaient je m'énerve contre mes enfants, je vois bien que je peux pas leur offrir l'espace dont ils ont besoin pour étudier, pour jouer, pour bouger tout simplement, pour respirer, et donc je me sens un mauvais parent, et c'est très très fréquent, c'est le témoignage qui revient sur toutes les formes de mal logement chez les parents, de se sentir un mauvais parent parce qu'on n'arrive pas à trouver des formes de logement qui soient adaptées à sa famille. C'est très compliqué évidemment pour les enfants, notamment les élèves. On voit, et là aussi ça a été avéré par des études de Gou et Morin, les économistes, et puis par l'OFCE, toutes choses égales par ailleurs, encore une fois, donc à conditions familiales, économiques équivalentes, le surpeuplement, le simple fait de partager la chambre, hein, pour les enfants, donc même pas les critères très stricts du surpeuplement de l'INSEE, le fait de partager la chambre avec un frère ou une sœur accroît votre risque d'avoir une année de retard de 40%. Donc c'est extrêmement important ce risque-là. Pour les plus jeunes enfants, on voit, donc même les très jeunes enfants,
Là aussi, ce sont des études scientifiques qui montrent que à 3 ans, des enfants qui ont vécu toute leur jeune vie en surpeuplement n'ont pas les mêmes capacités, là encore une fois, toute chose égale par ailleurs, à identifier des couleurs, des formes, à faire leurs premiers pas aussi vite que les autres. Et donc ça, ce sont des handicaps sociaux, psychomoteurs qui vont vous suivre pendant toute votre vie. Et c'est vraiment une pénalité, un handicap qui est très injuste pour des tout petits enfants qui évidemment n'ont aucune forme de responsabilité, pas plus que leurs parents d'ailleurs, hein, mais même aucune possibilité d'échapper à ce destin-là, en tout cas dans les premières années de leur vie. Donc ça, c'est très frappant. Sur la scolarité, on l'a vu, on a eu beaucoup de témoignages de jeunes vraiment extrêmement courageux qui disaient, moi je révise mon bac en allant dans les toilettes de l'appartement parce que c'est là où j'ai un peu de calme. Évidemment, préparer le bac en allant dans les toilettes, c'est pas terrible. Ou qui sortaient dans le couloir en devant allumer la minuterie quand il fait sombre toutes les minutes, en devant se relever pour faire ses devoirs. Donc ce sont des conditions de vie qui sont extrêmement compliquées. On voit également des impacts du surpeuplement sur la santé et sur la qualité du sommeil. Le vecteur principal entre le surpeuplement et la mauvaise santé, c'est le sommeil. Parce que quand on est en surpeuplement, avec des rythmes de vie asynchrones entre les différents parents, ceux qui travaillent de nuit, parfois de jour, qui travaillent à domicile ou qui sortent, les enfants qui ne se couchent pas à la même heure en fonction de leur âge, etc., ceux qui réveillent les autres parce qu'ils pleurent la nuit quand il s'agit de bébés, tout ça est extrêmement néfaste pour le sommeil. Et un mauvais sommeil, ça veut dire systématiquement des capacités à se concentrer, des capacités à rester serein, et puis ça a des répercussions sur la tendance à la dépression, la tendance à l'eczéma, etc., le stress très fort, permanent, quand on vit en surpeuplement, et donc évidemment quand on est en surpeuplement 24 heures sur 24, comme c'est le cas en ce moment, c'est encore plus difficile à vivre. On a donc, pour rappel, il y a 3 millions d'enfants qui vivent en surpeuplement en ce moment. Donc voilà, on est vraiment sur des réalités sociales qui sont pas majoritaires, hein, loin de là, mais qui sont quand même assez massives. Avec l'OFCE, on avait fait une étude sur les coûts économiques et sociaux du mal logement, et on avait identifié que le fait d'être en surpeuplement, là encore une fois, toute chose égale par ailleurs, avait provoqué 40% de risque de plus de se déclarer en mauvaise santé. Alors c'est déclaratif, hein, parce que c'était les seules données auxquelles on a accès, mais c'est quand même très frappant, 40% de risque de plus uniquement à cause du facteur surpeuplement de déclarer à l'enquêté je suis en mauvaise santé. Donc là c'est très frappant, on va dire, pour les personnes qui sont en surpeuplement. Alors pour avancer un petit peu dans mon PowerPoint, je me suis un peu arrêté. Donc ça c'est ce qui je pense est le plus difficile à vivre en ce moment. Il y a d'autres formes de mal logement, en particulier une forme qui est en augmentation assez forte ces dernières années, c'est la précarité énergétique. Alors dans le réseau Rappel, il y a beaucoup d'experts de ce sujet-là, donc c'est peut-être pas la peine d'y passer trop de temps, mais quand même quelques rappels. Hein. Entre 96 et 2013, donc ce sont des millésimes des enquêtes logement de l'INSEE, on pose la même question aux ménages à chaque enquête. Est-ce que vous avez eu froid au moins 24 heures au cours de l'année écoulée? Et la part des ménages qui disent j'ai eu froid, en 96 c'était 11%, en 2013, donc la dernière enquête logement, c'était 19%. Donc on voit une augmentation très forte de la part des ménages qui disent j'ai eu froid chez moi. Est-ce que ça veut dire que pour autant il fait plus froid du point de vue physique, scientifique, vraiment rationnel, enfin précis dans les maisons des Français par rapport à 1996? C'est pas sûr, parce qu'il y a aucun facteur qui amènerait à penser ça. En revanche, il y a une prise de conscience générale de la part des ménages que la précarité énergétique, le froid à domicile, est un problème, que ce n'est pas normal. Et donc ça doit expliquer une partie de l'augmentation de l'autodéclaration comme ayant eu froid au cours de l'année. Mais cette perception de la précarité énergétique comme quelque chose d'anormal, comme un scandale, le simple fait par exemple que le mot précarité énergétique existe aujourd'hui et soit connu assez largement, alors qu'en 96, à ma connaissance, personne ne l'employait, c'est déjà une avancée qui ne reflète pas simplement une avancée du confort ou un goût du luxe des Français qui serait un peu moins apte à supporter les difficultés que nos parents ou nos grands-parents. En fait, c'est tout à fait avéré, tout à fait juste
de considérer la précarité énergétique, le froid à domicile, comme quelque chose d'anormal, parce que ça a des conséquences, pour le coup, tout à fait avérées scientifiquement sur l'état de santé des personnes. Et dans la même étude où on avait montré que le surpeuplement accentuait de 40% le risque de se déclarer en mauvaise santé, le facteur, c'est ce qu'on voit en bas là dans le tableau de l'analyse économétrique, le facteur précarité énergétique, difficulté à chauffer son logement, lui augmente de 50% le risque de se déclarer en mauvaise santé. Alors, heureusement, entre guillemets, le confinement actuel a lieu dans une période qui est assez propice, enfin en tout cas qui est la moins pire pour la précarité énergétique, c'est le printemps. Dans la plupart des régions françaises, il fait beau, il y a assez peu d'humidité, il fait ni trop froid ni trop chaud, parce qu'évidemment, de plus en plus, la précarité énergétique prend la forme d'îlots de chaleur dans son logement. Donc on n'en est pas là aujourd'hui, parce que quand il fait 20 degrés dehors et qu'il fait sec, on n'a pas besoin de chauffer tellement. Mais il y a quand même des moments, il y a eu des moments, il y aura peut-être des moments encore, où le froid, dans cette période-là, fin d'hiver, début du printemps, descend à 0 degré, et il y a quand même une nécessité de chauffer son logement, surtout s'il est mal exposé, surtout s'il est humide de manière générale. Et quand on n'est pas capable de le faire, donc il y a des phénomènes de froid, des phénomènes d'humidité, de moisissure qui peuvent affecter la santé des personnes qui subissent la précarité énergétique. Et quand je parlais de montée de la précarité énergétique, ça peut être une cause subjective. Il y a aussi des causes objectives qui sont par exemple la montée des prix de l'énergie. Alors en ce moment, c'est peut-être pas forcément le cas, mais sur le long terme, c'est tout à fait le cas. La montée de la précarité, en particulier depuis la crise économique de 2008, et puis on peut le craindre là avec la crise actuelle, la difficulté à payer ses factures. Et puis la mauvaise qualité des logements, alors qui n'est sans doute pas pire aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais qui en tout cas reste très forte, avec ce chiffre de 7 millions de passoires énergétiques, on n'a pas l'impression que ce chiffre diminue très rapidement, parce qu'on est face à des politiques de rénovation de l'habitat qui sont pas assez volontaristes et pas assez efficaces. Donc là, on a des craintes dans cette période de confinement sur la précarité énergétique, notamment parce que quand on reste toute la journée dans son logement et qu'il faut chauffer, il faut chauffer toute la journée. Donc il y a une possibilité, une crainte, c'est pas encore avéré, je crois, à ma connaissance, par des indicateurs, d'avoir des factures énergétiques qui augmentent. Et par rapport à ça, on n'a pas l'impression pour l'instant que les aides qui sont fournies aux ménages en difficulté soient à la hauteur de la situation. Donc c'est pour ça qu'avec l'initiative Rénovons, qui regroupe pas mal d'associations, de syndicats, d'entreprises qui font de la rénovation énergétique, on a demandé l'envoi d'un chèque énergie supplémentaire pour aider les personnes à bas revenus à faire face à leur facture énergétique. Voilà. Alors heureusement, il y a eu la trêve des coupures d'énergie qui a été prolongée, mais ce sera sûrement pas suffisant à l'avenir. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est écrit petit, mais c'était une infographie assez synthétique qu'on avait faite il y a quelques années, parce qu'on avait fait une étude qui comparait des logements avec rénovation énergétique et des logements passoires énergétiques, et on voyait ça avait des conséquences tout à fait évidentes sur la proportion de bronchite, de bronchiolite, d'anxiété, de stress sur les personnes qui n'avaient pas bénéficié de ces rénovations énergétiques, et que c'était d'autant plus fort pour les enfants qui ont un système beaucoup moins mature, un système respiratoire beaucoup moins mature, et qui sont beaucoup plus exposés aux pathologies respiratoires. Et en période d'épidémie de Covid-19, cette fragilité des ménages mal logés, exposés à l'humidité, à la pollution de l'air intérieur, cette fragilité, elle peut être mortelle, parce que on a bien vu que ceux qui étaient le plus exposés aux complications et aux risques de mortalité en cas de contraction du virus, c'était en particulier les personnes qui avaient des pathologies respiratoires. Et on sait que la précarité énergétique, la pollution de l'air intérieur accroît le risque d'avoir de l'asthme, par exemple, de la toux, des difficultés à respirer, et donc en cas de contraction du virus, d'avoir des complications beaucoup plus fréquentes. Sachant que le mal logement, et notamment je parlais du surpeuplement, a aussi des effets, par exemple, sur la qualité de l'alimentation. Quand on est en surpeuplement très fortement, on ne peut pas manger tous ensemble autour d'une table au même moment. Et donc, ça a des effets sur la qualité de l'alimentation. On sait que ce qui fait que la France résiste un petit peu à l'épidémie d'obésité, pour le coup mondial, c'est
peut-être la qualité de la gastronomie française, mais il y a aussi cette habitude culturelle de manger ensemble autour d'une table, qui fait qu'on grignote moins entre les repas, etc. Quand on n'a pas cette possibilité-là physiquement, parce que le logement n'est pas adapté à ça, ça a des répercussions sur la santé. Et évidemment, comme ça touche les ménages qui ont le moins de ressources financières pour se payer des bons aliments et peut-être aussi le moins de capital culturel pour cuisiner, pour maîtriser son alimentation, l'épidémie d'obésité touche essentiellement en France les ménages à bas revenus. Et donc on sait que l'obésité, le diabète sont deux des facteurs de comorbidité extrêmement forts par rapport au coronavirus. Donc là, il y a une forme de double peine, voire de triple peine, parce que quand vous êtes dans un logement de très mauvaise qualité, en surpeuplement, difficile à chauffer, avec des moisissures, avec des champignons, etc., et bien évidemment, alors il ne s'est pas attesté par des chiffres encore, mais on peut tout à fait le supposer, vous avez une propension à sortir et donc à violer le confinement plus forte que quand vous êtes dans votre résidence secondaire avec un grand jardin et une belle vue, où là vous pouvez tout à fait rester confiné dans de bonnes conditions, vous avec vos enfants en train de faire le télétravail et la classe à domicile. Évidemment, c'est beaucoup plus facile dans ces conditions. Donc on verra le résultat, mais il y a de fortes chances que les personnes qui sont les plus mal logées soient aussi les plus touchées par le coronavirus. Je pense notamment à des formes de mal logement sur lesquelles on peut revenir, si vous voulez, après dans les questions, pour voir comment les personnes réagissent à cette épidémie. Mais je pense en particulier évidemment aux personnes qui sont au foyer de travailleurs migrants, où là on parle de personnes âgées, en mauvaise santé, avec un accès aux soins habituellement assez dégradé. Foyer de travailleurs migrants, ça veut dire souvent quand ils n'ont pas été traités dans le plan de traitement des foyers de travailleurs migrants, ça veut dire beaucoup de surpeuplement, ce qu'on appelle les surnuméraires, et des personnes aussi qui vivent clandestinement, hébergées chez des tiers dans ces foyers de travailleurs migrants, dans des chambres parfois de 7 ou 8 mètres carrés, où on dort à 2 ou 3. Donc là, évidemment, en cas de contamination, c'est très risqué d'une personne, parce qu'on ne peut pas se confiner, avec des équipements communs, des cuisines en commun, des salles de prière communes, et puis une habitude de vivre dehors, parce que tout simplement les chambres ne sont pas adéquates pour vivre dedans. Donc là, on a de grandes craintes que si des premiers cas se confirment, eh bien toutes les personnes, parfois des centaines dans ces foyers de travail migrants, soient affectées par le Covid et en plus un organisme qui est plus fragile et donc plus difficile pour respecter à la fois les gestes barrières et puis pour se soigner. Donc là, il y a des grandes inquiétudes. Grande inquiétude également pour les bidonvilles. Je rappelle que ne serait-ce qu'en métropole, il y a près de 20 000 personnes qui habitent en bidonville. Donc là aussi, avec un accès à l'eau, un accès à l'hygiène, un accès à l'alimentation qui est très perturbé par le confinement généralisé, et puis des personnes qui vivent ensemble, parfois à plusieurs dizaines ou centaines de personnes, et donc une impossibilité vraiment, quelle que soit la bonne volonté des personnes, de se protéger du Covid. Je pense également aux gens du voyage, qui vivent parfois à plusieurs dizaines ou centaines dans des caravanes sur des aires d'accueil mal situées, exposés au soleil, à proximité de déchetteries, de décharges, de voies de fret ferroviaire, d'autoroutes, etc. En périphérie des villes, et donc une grande difficulté à avoir des revenus, à être indemnisé en cas parce que quand ce sont des activités informelles qui sont interrompues, il n'y a pas d'indemnisation. Grande difficulté à être identifié par les pouvoirs publics pour se voir distribuer des chèques services, etc. Et donc, grande inquiétude aussi pour ces personnes-là. On a vu dans certains endroits, alors espérons que ce ne soit pas généralisé, mais plusieurs dizaines de personnes de la communauté des voyageurs qui sont infectées par le coronavirus et qui s'infectent les uns les autres et qui sont très mal accueillis quand ils essaient de se séparer pour se confiner, pour éviter les premières contaminations. Donc là, grande inquiétude pour ces trois publics-là. Pour terminer, parce que je vois que j'ai presque dépassé le temps, dans les risques également de cette affiche, vous voyez, le mal logement se respire, ce qu'on disait sur la qualité de l'air intérieur, ça peut être aussi en cas de difficulté à se chauffer normalement, correctement, avec des appareils de chauffage de qualité, avoir recours à des chauffages d'appoint, et donc un risque d'intoxication au monoxyde de carbone, ce sont une cause de mortalité de plusieurs dizaines de personnes, voire centaines parfois, je crois, chaque année. Le surpeuplement également, ça peut entraîner des accidents domestiques quand le logement est inconfortable, avec des risques d'ébouillante
comportement des enfants, des risques de passer par la fenêtre quand il y a beaucoup d'objets qui sont accumulés les uns sur les autres et des fenêtres qui ne sont pas sécurisées pour les enfants. Donc tout ça, ce sont des risques en plus et en période de confinement, ce sont des risques qui sont démultipliés. Et de manière générale, le confinement démultiplie les inégalités face au mal logement. Et puis voilà, encore une affiche, tu vas tomber malade à force de traîner dedans. Je pense que vous avez compris l'idée. Ça, c'est l'exposition au bruit. C'est encore une forme de mal logement qui est encore plus insupportable en période de confinement. Vous voyez, en fonction du niveau de revenu, les pauvres en bleu sont beaucoup plus exposés au bruit perçu le jour, au bruit lié au voisinage, à la circulation un peu moins d'ailleurs, vous avez vu, mais surtout au bruit perçu la nuit, qui sont les bruits les plus pénibles à vivre parce qu'ils gâchent votre sommeil, ils sont 2 fois plus exposés. Et en ce moment, le bruit du voisinage est plus important que le bruit de la circulation, qui a quand même pas mal baissé. Et donc, cette promiscuité, non seulement entre soi au sein du même ménage, mais aussi avec ses voisins, par rapport à ses voisins, est évidemment assez difficile à vivre pour l'un. Et voilà, et pour finir, parce que j'étais au bout du temps réglementaire, je crois, si vous arrivez à voir ce graphe-là, ces graphes-là, c'était un sujet qu'on a voulu mettre en avant aussi beaucoup cette année dans le rapport Mal Logement 2020, c'est la montée des personnes seules face au mal logement. Donc en période de confinement, c'est une des formes aussi de mal logement finalement, même si avec beaucoup de guillemets, mais qui peut être difficile à vivre, c'est le fait d'être confiné seul. Donc on voit sur ce graphe la part, enfin le nombre de personnes qui vivent seules, qui est vraiment une révolution démographique tout à fait inédite dans notre pays depuis quelques années ou quelques décennies. Mais on voit que maintenant 35% des ménages sont constitués d'une seule personne. Donc c'est devenu, et c'est la courbe en bleu là, vous voyez à droite, qui est devenue la forme de ménage majoritaire, majorité relative, une majorité quand même, en France. Et ça pose évidemment des questions en temps de confinement. Donc ça, c'est un peu l'inverse du surpeuplement. C'est être seul, habiter seul. Alors ça peut être tout à fait un choix de vie et qui peut être totalement heureux. Mais quand on est seul dans son logement pendant 2 mois, par exemple, sans voir personne à part quand on va faire ses courses, ça peut être quand même assez compliqué. Après, évidemment, ça veut être habiter seul ne veut pas dire qu'on est isolé. Ce sont 2 notions assez différentes. Hein. Habiter seul, c'est par rapport au logement. On vit seul dans son logement. Être isolé socialement, d'un point de vue relationnel, c'est avoir peu de liens avec ses collègues, avec des associations, avec des services publics, avec des amis, avec la famille. Et donc là, c'est assez différent. Mais ça peut toucher parfois les mêmes personnes. Et je vous montre un dernier graphe. Si ça marche, voilà, ça marche. C'est que, et ça, je pense, une répercussion en période de confinement, c'est qu'en France, on est les champions d'Europe de l'isolement. Donc vous voyez, c'est les différents pays qui sont comparés. Et la France, c'est l'espèce d'histogramme bleu qui monte au ciel à 12%. C'est le pourcentage des personnes qui n'ont personne à qui parler de leurs problèmes personnels. Et c'est très différent du pourcentage de personnes qui n'ont personne à qui demander de l'aide. C'est-à-dire qu'en France, on a un système de protection sociale où on peut s'adresser à un assistant social, un travailleur social, à un CCAS, à sa mairie, etc., pour dire j'ai des problèmes financiers ou des choses comme ça. En revanche, parler de ses problèmes personnels, là, le système de protection sociale qui est encore assez efficace en France ne répond pas à ça. C'est difficile de dire à son assistante sociale, bah écoutez, j'ai été largué par mon mec et mes enfants, etc. quoi. Donc ça, c'est une forme de solitude, d'isolement relationnel. C'est 12% de personnes qui déclarent dans un sondage d'Eurostat, hein, c'est des choses sérieuses, qui n'ont personne à qui parler de leurs problèmes personnels. En période de confinement, ça peut quand même occasionner des dégâts psychologiques. Et alors, il est encore trop tôt pour les mesurer, mais tous les permanences de psychiatrie commencent à voir arriver des appels ou des consultations de personnes pour qui c'est difficile vraiment de vivre cette période de confinement. Voilà, peut-être que je m'arrête parce qu'il est 15h07 et que de toute façon, on peut poursuivre à travers les questions. Ça vous va? Est-ce que Marie, tu m'entends? Oui, ça nous va tout à fait. Oui, super. Et c'est Claire qui va commencer à relayer les premières salves de questions. Donc Claire, je te laisse rebrancher ta webcam et ton micro.
Ah mince, elle est reconnectée, elle est déconnectée. Il faut donc que je la mette en intervenant. Euh, Claire, où tu es? Voilà. Ok. Je vois quelques questions, mais Ouais, ouais, bah, je les ai un peu organisées. Bon, merci. En tout cas, c'est hyper intéressant. Euh, alors d'abord de manière un peu générale sur les chiffres clés, est-ce que vous avez élaboré une cartographie du mal logement et est-ce que notamment vous avez identifié des territoires qui sont plus touchés que d'autres, notamment en Seine-Saint-Denis, en Île-de-France, voilà. Est-ce qu'on peut avoir quelques éléments là-dessus? oui, tout à fait. Alors, les chiffres du mal logement que la Fondation Abbé Pierre produit à chaque rapport, qui sont très souvent repris, hein, c'est l'estimation qui est communément admise du nombre de personnes mal logées, c'est les 4 millions de personnes qui sont mal logées, donc soit qui n'ont pas de logement, soit qui sont en surpeuplement accentué, soit dans des conditions très inconfortables. Et puis à côté de ça, il y a une sorte de halo autour de 12 millions de personnes qui sont fragilisées par rapport au logement, donc avec précarité énergétique, efforts financiers excessifs pour se loger, surpeuplement modéré, euh, incapacité à payer son loyer, etc., etc. Donc c'est tout ça, ça fait 4 plus 12, ça fait en fait 15 millions parce il y a des doubles comptes qu'on enlève. On le calcule à partir de l'enquête nationale logement de l'INSEE, à partir de nos critères. Cette enquête, elle est nationale, donc c'est difficile d'avoir ces mêmes chiffres-là déclinés ville par ville, par exemple. Alors on peut le faire par région parce que parfois l'INSEE paye des zooms régionaux, notamment sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, etc. Ce qu'on peut faire par contre, c'est d'avoir par type de territoire. Et donc, ces 15 millions de personnes en France touchées par la crise du logement, est-ce que c'est plus fort à la campagne ou en ville? Eh bien, on s'aperçoit que la prévalence de la crise du logement est 2 fois plus forte pour les ménages dans les zones les plus urbanisées, donc en gros dans les métropoles, que dans les zones rurales. Et c'est même assez proportionnel à la taille de votre unité urbaine. C'est-à-dire quand vous êtes en zone rurale, vous avez très peu de surpeuplement, vous avez un effort financier pour se loger qui est beaucoup plus faible. Alors il y a quand même de la précarité énergétique, il y a quand même du logement inconfortable, mais comme dans les zones les plus tendues également. Hein. Donc au final, ça fait beaucoup moins de prévalence du mal logement dans les communes rurales ou dans les petites villes que dans les grandes villes. Et le paroxysme étant l'unité urbaine de Paris. Et au sein de cette unité urbaine, évidemment, alors on ne peut pas descendre par département, mais en fonction d'autres indicateurs qu'on a, évidemment, la Seine-Saint-Denis est de toute façon hein, le département de France, hormis Mayotte, on va dire, ou la Guyane, qui concentre le plus de difficultés sociales et donc sans surprise, qui concentre le plus d'habitats indignes, de risques d'expulsion, d'efforts financiers excessifs pour se loger, de personnes qui sont hébergées dans des hôtels, de bidonvilles. Donc ça, il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Ok, très bien. Et sur la répartition des chiffres du mal logement entre maisons et appartements, est-ce que vous pouvez... Oui, alors, y avait un chiffre que je n'avais pas montré, mais la plupart des gens aujourd'hui sont confinés dans des maisons, et même des maisons avec jardin. Donc, c'est généralement plus confortable, c'est plus grand, les maisons sont plus grandes, il y a plus d'espace extérieur. Donc, ce sont des conditions de logement en général qui sont meilleures qu'en appartement. Ce qu'on voit aussi, c'est que, mais en fait, ça recoupe aussi beaucoup la distinction entre les centres-villes et les zones périurbaines ou les zones rurales. Et donc, en centre-ville et en banlieue, en gros, on est moins bien logé que dans les zones périurbaines ou rurales. Et donc, ça recoupe essentiellement là, cette distinction appartement-maison. Après, il y a évidemment, tout ça sont des moyennes. Hein. Il y a énormément de problèmes de logement aussi dans des maisons, avec des maisons en mauvais état, en précarité énergétique, en habitat indigne, etc. Et puis on voit même un phénomène que vous connaissez sans doute, hein, souvent dans la deuxième couronne autour des grandes villes, des phénomènes de division pavillonnaire où des pavillons sont divisés en 1, 2, 3, 4 appartements et donc on transforme des maisons en plusieurs appartements dans des mauvaises conditions avec du surpeuplement et des niveaux de loyer qui sont extrêmement élevés. Ok. Est-ce qu'il y a des données sur le mal logement des étudiants?
Oui, il y a des. Alors, l'INSEE a du mal dans ses enquêtes logement, à cerner les étudiants, notamment au niveau des ressources, parce que c'est difficile de cerner quelles sont les ressources propres des étudiants par rapport aux ressources qui sont apportées par les parents. Mais il y a beaucoup de données sur les étudiants. Quand ils sont, alors il y a plusieurs problèmes de logement. Il y a l'hébergement par ses parents. Donc là, on avait fait une étude il y a quelques années qui s'appelait La face cachée des Tanguy, pour prendre le contre-pied un peu de ce film Tanguy où c'était une sorte d'hébergement par ses parents pendant longtemps de confort. La face cachée des Tanguy, bah, c'est le fait de devoir rester au domicile parental, voire d'y revenir en cas de difficulté pendant des années, y compris quand on est en couple, y compris quand on est en CDI à temps plein. Mais la crise du logement étant telle dans les grandes villes, la difficulté à se payer un logement avec les niveaux de loyer actuels et de trouver un logement avec un système de caution parentale qui puisse convaincre un bailleur, que des millions de jeunes sont contraints. Donc là aussi, il y a la question dans le cadre de l'INSEE pour savoir si vous êtes chez vos parents par choix, et après tout, pourquoi pas, ou par contrainte. Et donc, évidemment, au fur et à mesure que l'âge avance, les jeunes ont envie de décohabiter, et ceux qui restent chez leurs parents et notamment les étudiants, c'est une cohabitation qui est subie plutôt que choisie. Et après, on sait qu'il y a un jeune sur 13 qui a accès à un logement étudiant, donc qui est le logement social censé être adapté aux étudiants, qui a l'avantage d'être pas cher, qui a le défaut parfois d'être dans de mauvaises conditions quand il s'agit de cités universitaires qui n'ont pas été rénovées. Donc 1 sur 13, c'est très peu. Ça veut dire que les autres soit sont chez leurs parents, soit se logent en colocation, dans des petits logements, dans des chambres de bonne, de mauvaise qualité. Et souvent, quand on regarde les plus petits logements, ils sont bien souvent occupés, souvent assez cher, par des étudiants ou des jeunes précaires, ou les deux à la fois, quand on est étudiant et qu'on travaille dans des petits boulots pour se payer ses études. Mhm. Ok, merci. Euh, alors justement sur le focus sur le surpeuplement des plus démunis, vous avez pointé l'appauvrissement financier. Est-ce qu'il y a d'autres explications à la reprise de cette hausse du surpeuplement depuis 2006? Oui, oui, bah, le surpeuplement, donc je pense que ce qui cause majoritairement la hausse du surpeuplement alors que ça a baissé depuis des années, c'est quand même la crise économique de 2008. C'est-à-dire que même plusieurs années après, on voit qu'il y a plusieurs millions de Français qui ne s'en sont pas complètement remis, notamment des jeunes dans les grandes villes qui n'ont pas pu faire une entrée dans le marché de l'emploi satisfaisante. Et c'est ce qu'on appelle l'effet cicatrice, c'est que ça vous suit ensuite pendant toute votre carrière professionnelle. Donc le fait d'avoir perdu son emploi, etc., ou de ne pas en avoir trouvé, ou d'avoir subi des temps partiels subis, des bas salaires, fait que vous avez moins de revenus pour vous loger correctement. Après, on voit bien que ce surpeuplement, cette montée du surpeuplement a lieu dans les grandes villes. Donc cette précarisation de certaines personnes se conjugue avec des niveaux de loyer qui deviennent un peu aberrants dans les grandes villes. Hein, c'est pas du tout le cas ailleurs. Donc en gros, c'est la région parisienne, les quelques métropoles tendues, la région PACA, la région lyonnaise, l'arc atlantique, les zones frontalières. Donc géographiquement, ça représente pas beaucoup de territoire en France, mais en termes de nombre d'habitants concernés, c'est une bonne partie quand même des Français au final. Et donc c'est là que se concentre la difficulté à répondre à la demande. Et dans la demande très forte, une des causes aussi, et qui fait que le nombre de logements n'a pas suivi, c'est la concentration de plus en plus forte dans les métropoles ou autour des métropoles des ménages, notamment des jeunes ménages qui cherchent un travail. L'augmentation des ménages d'une seule personne, donc ça, même si le nombre d'individus n'augmente pas très vite, le nombre de ménages, lui, il augmente vite, et c'est ça qui compte sur un marché de l'immobilier, c'est le nombre de ménages, plus que le nombre d'individus. Et donc tout ça crée une pénurie qui est très localisée hein, sur le territoire, qui n'est pas du tout généralisée sur le territoire national, qui est très localisée et qui fait que ceux qui n'arrivent pas à se loger dans de bonnes conditions, avec des niveaux de loyer qui leur correspondent, sont contraints de se rabattre soit en grande périphérie, soit dans des logements insalubres, soit dans des logements trop petits pour eux. Et donc ça crée du surpeuplement pour vraiment des publics très ciblés dans des territoires très ciblés. Ok, ok.
Alors plus sur justement la période de confinement et toutes les répercussions sur les habitants, notamment en termes de mesures. Donc là, on a vu passer un certain nombre de propositions et de mesures portées par le gouvernement. En fait, la question c'était à la fin du confinement, les ménages devront faire face aux loyers et aux factures en cours, plus rembourser un échéancier avec des ressources similaires, voire des ressources diminuées. Comment on peut anticiper ces difficultés? Voilà, il y a certains bailleurs sociaux qui font des gestes, mais dans le parc privé, comment on fait pour arriver à éviter d'arriver à une procédure d'expulsion pour impayé? Alors, très bonne Est-ce question. que vous avez des pistes Oui, là-dessus? oui, très bonne question. La Fondation Abbé Pierre. On bataille depuis le début du confinement avec le ministère du Logement, qui ne veut rien entendre. Autant sur la plupart des sujets, ils ont été plutôt proactifs depuis un mois, autant sur ce sujet-là, c'est-à-dire comment éviter les impayés et à terme les expulsions, on a l'impression de parler à un mur. Euh, Eux, leur positionnement, c'est de dire il n'y a pas de problème parce que la France a essayé de maintenir au maximum les revenus des ménages, avec 10 millions de ménages qui sont à temps partiel, enfin au chômage partiel, avec l'État qui aide les petites entreprises, etc. Bon, c'est vrai, sauf qu'il y a plein de gens qui passent à travers les mailles du filet. Essentiellement, toutes les personnes qui déjà perdent 16% de leur salaire parce qu'ils sont au chômage partiel. Quand on est à bas salaire, ça a quand même un effet sur la capacité à payer. Les intermittents du spectacle, les intérimaires, ça fait beaucoup de monde. Et puis tous ceux pour qui c'est pas très spectaculaire, mais qui avaient des contrats précaires, c'est-à-dire qui étaient en période d'essai. Évidemment, la période d'essai, il y a peu d'entreprises qui vont la confirmer. Les personnes qui venaient de finir un CDD ou qui le finissent en ce moment, il y a peu de chances que l'entreprise renouvelle le CDD ou qu'il trouve un autre CDD ailleurs. Dans une période où la réforme de l'assurance chômage a rendu plus compliqué l'ouverture ou le rechargement de ses droits au chômage, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui perdent des revenus de manière parfois importante et qui passent en travers les mailles du filet, notamment des auto-entrepreneurs ou des indépendants qui ne vont pas toucher les 1500 euros d'aide du gouvernement qui sont annoncés parce que ils n'entrent pas dans les critères et c'est parfois compliqué. Également, il y a des gens qui tombent au chômage. L'OFCE ce matin a produit une étude qui montre qu'on va avoir 460 000 chômeurs de plus à la fin du confinement. Donc on est sur une crise de très grande ampleur, beaucoup plus brutale même que la crise de 2008, qui avait pris plusieurs mois à s'étaler pour la montée du chômage. Donc par rapport à tous ces trous dans la raquette, le gouvernement a annoncé, sous pression un peu des associations, un geste qui est vraiment très homéopathique. Ce sont les 880 millions d'euros qui ont été débloqués par l'Assemblée hier, et qui seront touchés le 15 mai, donc on est 2 mois après le début du confinement, et qui concrètement veulent dire 150 euros d'aide une fois pour toutes, c'est pas par mois, c'est pour toute la période de crise, 150 euros par ménage au RSA, donc on est vraiment sur une cible très, très spécialisée, RSA OASS, l'aide spécifique de solidarité, et puis 100 euros de plus par enfant pour tous les ménages qui sont aux APL, donc les 6 millions de ménages qui sont aux APL. Tout ça, ça fait 4 millions de ménages qui sont aidés à hauteur de 150 ou 250 ou 350 euros si vous avez 1 ou 2 enfants. C'est vraiment très insuffisant, d'autant plus que dans cette distribution, un peu d'argent, les 880 millions dont je parle, c'est 0,8% du plan qui a été voté par l'Assemblée nationale hier. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Toutes les personnes qui sont au minimum vieillesse ne toucheront rien, parce qu'ils ne sont pas concernés. L'allocation adulte handicapé non plus, ils sont pas concernés. Et puis, ce qui manque beaucoup, alors c'est les jeunes de moins de 25 ans qui ne touchent pas le RSA, qui souvent n'ont pas d'enfants. Donc eux, c'est zéro. Voilà, ils ont zéro. Donc on est face, et c'est eux qui ont les contrats les plus précaires parce qu'ils sont jeunes, et donc on va avoir des grosses difficultés pour payer le loyer. Donc ça, c'est très grave. Nous, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir un fonds national d'aide à la quittance qui soit payé par l'État, il peut être aidé par Action Logement, par d'autres partenaires sociaux s'ils veulent. On estime à 200-300 millions d'euros tout de suite les fonds qui seraient nécessaires pour aider les personnes à ne pas basculer dans les impayés. Les personnes qui ont vu leurs revenus baisser. Avec la particularité
très compliqué à mesurer, ce sont les personnes qui perdent des revenus informels. Et on sait qu'en bas de l'échelle sociale, les revenus informels, les activités informelles, donc ça peut être du troc, de l'entraide, du travail non déclaré évidemment, c'est quand ou la récup, ou même du glanage, de la mendicité, quand on est vraiment tout en bas de l'échelle, ce ne sont pas des revenus qui sont officiels, et donc ce ne sont pas des revenus qui sont indemnisés. Et quand on est sans papier, par exemple, 400 000 personnes tout de même en France, il n'y a pas accès au RSA ou à rien du tout. Donc toutes les mesures, même timides, d'aide aux ménages à bas revenus, eux, ils passent complètement en travers. Et pourtant, ils ont quand même des loyers à payer quand ils peuvent se payer un loyer. Donc là, on est face à quelque chose qui va être très dur. Et les bailleurs sociaux qui ont fait des gestes, ça a été dit, c'est juste des gestes, hein, c'est juste retarder le paiement du loyer, l'échelonner, etc. Donc ça ne remplace pas, c'est pas une aide à la quittance. Il faudra payer ce loyer un jour ou l'autre. Et les bailleurs privés, même si certains peuvent être un peu compréhensifs et admettre qu'on peut avoir 2 semaines ou un mois de retard, à un moment donné, les loyers doivent être payés. Et donc ça va être, on est en train là d'alimenter cette spirale des impayés, cette spirale du surendettement qui va se traduire, si on ne fait rien, par une spirale des procédures pour impayés et donc des expulsions locatives. Mais ça, c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Hein, on sait que ça prend du temps. On sait aussi qu'on est à un niveau record historique d'expulsions locatives dans ce pays. Donc là, on est à, je crois, 15 000 expulsions quasiment chaque année, avec le concours de la force publique, en temps normal, entre guillemets. Donc là, le risque, c'est qu'on passe à 20 000, 30 000, 40 000 si on ne fait rien. Et donc ça a des effets en chaîne, évidemment, sur les personnes qui tombent dans cette spirale des impayés, du surendettement, et donc après, ça peut bousiller complètement toutes les possibilités de se réinsérer, de reprendre l'emploi, et donc endommager la capacité de la France, la résilience de la France, de l'économie française à se redresser. Et puis ça a aussi des effets en chaîne hein, sur les bailleurs, bailleurs privés, mais aussi bailleurs sociaux, qui sont déjà beaucoup mis à contribution par l'État, avec beaucoup de baisses de subventions ces dernières années, et donc une paupérisation des locataires et donc aussi des bailleurs sociaux qui peut avoir des effets en chaîne sur la capacité des bailleurs sociaux à entretenir leur parc, etc., etc. Donc vraiment, on espère que le gouvernement va céder là-dessus et dégager un peu d'argent. C'est même pas une dépense en fait, une dépense nette parce que c'est aussi une manière d'éviter des coûts indirects. On sait bien qu'il faudra payer ensuite des procédures en justice, ces expulsions locatives, c'est les forces de l'ordre qui les mettent en œuvre. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et puis après, réhéberger les personnes qui sont expulsées. En France, quand des familles sont expulsées, la plupart du temps, on leur trouve des places à l'hôtel. C'est extrêmement difficile à vivre pour les personnes. Il y a déjà 50 000 personnes en temps normal qui sont hébergées à l'hôtel toutes les nuits en France, dans des hôtels de mauvaise qualité souvent, où, dans la moitié des cas, les enfants dorment dans le même lit que leurs parents. Enfin, là, en termes, quand on parlait de surpeuplement, là, c'est plus. Ça, c'est en temps normal. En ce moment, on est plutôt à 70-80 000 personnes qui sont hébergées à l'hôtel à cause du confinement. Si on doit encore accueillir les plusieurs milliers de ménages expulsés supplémentaires, tout ça va exploser. Donc on espère que, et puis en plus c'est payé par l'État, donc ça coûte cher, et c'est inconfortable, et c'est inhumain, donc on espère convaincre dans les jours qui viennent que ça ne va pas passer du tout quand on a quasiment 500 000 personnes de plus au chômage en 2 mois de crise, et évidemment la crise va sûrement s'accentuer dans les mois qui viennent. Il faut vraiment des amortisseurs de cette crise, et l'aide au loyer est un amortisseur intelligent et très rationnel. Ok. En complément, il y avait une participante là, de l'ESH qui demande du coup ce que vous pensez de l'appel à suspendre le paiement des loyers ce vendredi 17 avril. Oui, alors nous justement par rapport au gouvernement, on essaie de leur dire que la solution qu'on leur propose, qui coûterait 200, 300, 400 millions d'euros peut-être à terme d'aide à la quittance, c'est une manière plus ciblée, sans doute plus fine, de répondre aux problèmes de loyer des ménages qui ont vu leurs revenus baisser. Mais en revanche, l'appel qu'on entend aussi circuler d'annulation de 3 mois de loyer, j'ai fait le calcul, ça coûterait 18 milliards d'euros, qui seraient donc pris sur les bailleurs. Alors, je suis pas sûr que ce soit très constitutionnel d'imposer à un acteur économique libre de fournir ses services gratuitement pendant 3 mois. Voilà, je n'ai pas d'exemple historique de ça, donc je pense pas que ça passe. 18 milliards d'euros, ce serait de toute façon un transfert de richesse extrêmement massif et qui a peu de chances de survenir. Hein. Pour les bailleurs sociaux, ce serait quasiment un arrêt de mort
sachant qu'ils sont déjà très prélevés par l'État. Donc moi, ça me semble pas réaliste. Et l'appel aux mal logés à suspendre, donc à faire la grève des loyers, j'entends bien le geste de mobilisation, le slogan, pour faire bouger justement le gouvernement pour qu'il fasse quelque chose, mais je dis attention, c'est un très mauvais conseil qui est donné aux ménages qui ont du mal à payer leur loyer. Si vous arrêtez de payer votre loyer, vous vous mettez en faute, vous n'honorez pas votre contrat de location, et donc vous pouvez être assigné en justice par votre propriétaire, qui va gagner en justice. Je veux dire, il y a, avec peut-être des délais ou pas de délai dans quelques mois, mais s'il vous assigne en justice pour impayé et que vous n'avez pas payé votre loyer, il va gagner. Donc vous allez avoir une résiliation du bail avec peut-être des délais, mais donc ça veut dire à la fin une expulsion de gré ou de force. Donc je pense qu'on joue avec le feu en appelant à cette grève des loyers. Hmm. Ok, on arrive, il y a encore 4-5 questions, mais je vais essayer de les synthétiser. D'abord de manière un peu générale sur les mesures phares que vous voulez mettre en avant pour lutter contre le mal logement. Et est-ce que vous avez défini des préconisations pour une politique contre le mal logement efficace, enfin, de manière assez synthétique si c'est possible. Voilà, c'est quoi les mesures phares de la Fondation Abbé Pierre sur ces questions-là? Bon, bah alors évidemment, ce serait des longs débats. Mm. Nous, on estime quand même que on peut agir sur le marché. Il faut agir sur le marché pour l'encadrer, non pas pour passer au tout État, mais pour mettre des limites au marché, notamment sur le niveau de loyer dans le parc privé, et avoir un encadrement des loyers beaucoup plus strict dans les zones tendues. Ailleurs, c'est pas forcément nécessaire. On a vu que l'encadrement assez timide, hein, tel qu'il a été voté dans la loi Allure, là où il a été appliqué à Paris pendant 2 ans, a eu des effets plutôt positifs pour éviter les abus les plus manifestes. Et puis après, mais ça c'est une mesure un peu d'urgence, mais qui va pas résoudre la crise du logement. Là où on est sûr que ça peut marcher beaucoup plus massivement, c'est à travers le parc social, parce qu'on voit bien que même si on encadre les loyers, dans les zones tendues, pour les ménages à très bas revenus, c'est-à-dire les personnes qui sont au chômage, les personnes qui sont en grande précarité de l'emploi, la seule manière de se payer un logement correct, c'est le parc social. Et là, en France, on a quand même une expérience depuis une centaine d'années où c'est de l'argent qui est bien utilisé. Il y a un système qui est assez rodé de transformer l'épargne du livret A en prêt à très long terme pour les bailleurs sociaux. On maîtrise le peuplement parce qu'on maîtrise les attributions, donc il faudrait les recentrer sur les personnes les plus en difficulté. Mais je pense que l'objectif de résoudre le sans-abrisme, les personnes qui dorment à la rue, qui sont en centre d'hébergement d'urgence, on peut y arriver à condition de mobiliser, de mieux financer le parc social. Et on sait que depuis le début de ce quinquennat, le parc social a été ponctionné massivement par le gouvernement, que la rigueur s'est abattue sur ce secteur-là, alors que c'est un secteur qui marche bien, qui a réussi à résoudre beaucoup de défis ces dernières années, même s'il est loin d'être parfait, évidemment. Hein. Mais c'est vraiment, pour nous, l'outil principal pour y arriver. L'autre outil, ce sont les APL, les aides personnelles au logement. Là aussi, ça fait partie des grands facteurs de redistribution des richesses dans notre pays. C'est 16 milliards d'euros qui sont redistribués vraiment sous des conditions de ressources assez strictes aux ménages à bas revenus. Et là aussi, l'État a coupé les APL massivement à hauteur en rythme de croisière par an de 4 milliards d'euros. Donc c'est vraiment une ponction très forte sur les pauvres. Donc si on booste davantage le parc social et les aides ciblées, notamment pour les locataires, et l'encadrement des marchés, on peut quand même résoudre une bonne partie de la crise du logement. Puis après, pour tout ce qui est qualité du logement, donc le logement indigne, la précarité énergétique, on pense qu'il faut mieux faire appliquer les contraintes et puis renforcer aussi les contraintes, notamment en ce qui concerne la performance énergétique sur les bailleurs, et essentiellement les bailleurs privés, qui sont aujourd'hui très à la traîne sur ces questions-là. Donc là, c'est une question de volontarisme politique. Et puis surtout, et aussi, je dirais, avoir des aides directes pour les ménages et pour les bailleurs qui s'engagent sur la rénovation énergétique des logements, qui soient beaucoup plus ciblées, qui solvabilisent mieux les ménages à bas revenus pour tendre vers un reste à charge zéro, parce qu'on sait que c'est ça qui peut marcher pour convaincre des propriétaires à bas revenus. Et puis surtout viser des rénovations complètes pour éviter ce qu'on connaît en ce moment, c'est-à-dire des rénovations par petits gestes qui coûtent pas mal d'argent, qui font un peu de chiffres, mais qui en fait n'améliorent pas beaucoup, ou pas suffisamment en tout cas, la performance énergétique des logements. Après, il y aurait plein d'autres sujets hein, sur l'urbanisme, sur la répartition des logements sociaux, les pouvoirs des intercommunalités qui, pour nous, sont les bons échelons d'action
sur les politiques du logement, mais que c'est peut-être un peu long pour tout développer ici, quoi. Ok, merci beaucoup, c'est très très clair et très pertinent. Il y avait juste deux petites questions complémentaires. La première, c'est Quentin du conseil départemental du Val-de-Marne qui demandait si vous aviez des contacts avec des chercheurs qui travaillent actuellement sur la question des conséquences du confinement en lien avec le logement, donc notamment sur les questions de psychosociologie, de santé environnementale, etc. Oui, oui, il y a un Et questionnaire qui circule beaucoup par l'association de chercheurs Idéal, je crois, de mémoire. Il y a le chercheur Yankel Fijalko qui est un chercheur de longue date sur les conditions de logement qui participe pour essayer de voir dans quelles conditions les personnes sont confinées. Il y a eu un premier sondage, je crois, IFOP, qui a montré qu'il y avait 12% des ménages qui avaient répondu à ce sondage qui étaient confinés dans des appartements sans espace extérieur, sans balcon, sans jardin. Donc c'est vraiment les conditions les plus dures quand on a un logement. Donc je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont se faire. Après, je sais pas s'il y a déjà des terrains qui se mènent ou qui vont se mener pour avoir une approche un peu plus qualitative sur comment c'est vécu par les ménages, mais nous, on consacrera de toute façon, j'imagine, une bonne partie de notre rapport sur l'état du mal logement 2021, donc en janvier prochain, ouais. à cette question-là. Donc je pense qu'on va pas manquer de travaux sur le sujet. Ok, super. Et du coup, pour terminer, est-ce qu'il y a des journées de présentation du bilan annuel par région qui seront programmées en 2020? Bon, alors peut-être que là, c'est un peu compliqué de le dire, mais Moi, j'en c'est ai, d'habitude, je fais le Tour de France, mais là, j'en ai fait une juste avant le confinement à Mulhouse, bonne idée, en plein cœur voilà, de l'épidémie. Merci. Mais on a annulé toutes les autres, hélas, à part quelques présentations, enfin, qui ont été envoyées comme ça à la presse ou des éclairages régionaux qui sont mis en ligne. Mais sinon, tout a été annulé, évidemment, faute de pouvoir se rassembler. Mais je pense que ce sera reporté à la rentrée, qu'il y aura moyen de redébattre de tout ça. ok. Bon, ben super. Ben, on arrive à la fin là de notre webinaire. En tout cas, vraiment un grand merci. Je crois que c'était vraiment très intéressant et je pense que on refera ça peut-être chaque année puisque voilà, Avec c'est plaisir. aussi un bon que les gens qui puissent pas venir se déplacer à Paris pour avoir le rapport, voilà, puissent en bénéficier quand même. Et donc, ben, juste pour conclure, ben, pour les membres, en tout cas, sachez que voilà, le webinaire va être mis en ligne là dans la semaine, hein, donc vous pourrez le revisionner ou pour les personnes qui ont pas participé, voilà, vous pouvez leur dire de venir voir. N'hésitez pas également à nous faire remonter ben, vos sujets de webinaire, vos retours d'expérience. Hein. On organise des webinaires à peu près tous les 2 mois au sein du réseau Rappel. Et puis encore un grand merci Manuel, voilà. Et puis voilà, on espère que tout le monde va bien et on vous dit à très bientôt. Marie, je sais pas si Non, tu veux juste dire un grand rajouter un petit merci quelque aussi. chose. Voilà, merci à Manuel et puis merci à vous pour vos questions toujours très pertinentes. Et bon courage à tout le monde. Ouais. Bonne fin de journée. Bon courage. Au revoir. Merci, à bientôt.